Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jérôme Fenoglio, le directeur du journal Le Monde, qui se réjouit de chiffres croissants pour 15, puis donc aujourd'hui 16 mois consécutifs. Les ventes ont quand même baissé après la présidentielle. Ce que vous appelez une hausse consécutive, c'est par rapport à l'année d'avant, le même mois l'année d'avant? Oui, chaque mois, on a des chiffres de vente supérieurs à l'équivalent l'année d'avant, oui, bien sûr. La présidentielle est passée. Comment faites-vous pour résister? C'est pour cela, par exemple, que vous publiez cette énorme enquête qui a démarré il y a 72 heures des Paradise Papers. On le publie d'abord parce que c'est un intérêt journalistique très fort, évidemment, de pouvoir révéler aujourd'hui tout un certain nombre de pratiques qui nous semblent, à mon avis, faire peser sur la démocratie un danger, celui d'avoir des contribuables à deux vitesses, en quelque sorte. Et donc, effectivement, oui, pour nous, c'est évidemment un moyen de continuer d'avoir cette relation forte avec des lecteurs. Je veux dire le sens de ma question. Je me doute qu'un patron de journal a envie de publier des enquêtes intéressantes, mais c'est que vous avez mobilisé, je crois, 12 journalistes, ou 7 ou 6 depuis un an. Donc c'est un coup prévu de très longue date. C'est prévu de très longue date, mais la première question qui se pose à nous, c'est est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça dit quelque chose de la société dans laquelle on vit? La réponse étant oui, on le fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux choses sont liées. Si on fait de la qualité, si on sort des informations, alors on a des lecteurs. C'est à ça qu'il faut penser avant tout. C'est à l'intérêt des informations et naturellement les lecteurs viendront. Vous sauriez résumer les Paradise Papers en quelques mots? Les Paradise Papers montrent que l'année après... Non, mais c'est quoi le principe? Le principe, c'est tout simplement qu'on a trouvé dans les données d'une société qui a des avocats d'affaires énormément de choses qui montrent que des ultra-riches ou des très très grandes entreprises peuvent profiter d'une toute une série de montages pour éviter de payer l'impôt et les taxes dans leur pays. Ça peut être légal, mais pour nous, ça nous semble poser un problème parce qu'il n'y a que ces gens-là qui peuvent se permettre d'avoir ce type de pratiques. À l'échelle mondiale, c'est 350 milliards d'euros. À l'échelle de la France, une vingtaine de milliards d'euros de manque à gagner fiscal. C'est un consortium, vous n'êtes pas tout seul, un consortium international de journalistes qui a sorti ça. Combien de médias dans le monde? Il y a 95 médias dans le monde qui participent à ça. Et c'est impossible de faire ça tout seul? Impossible, absolument impossible. Expliquez. On est noyé dans un océan de données quand on se retrouve avec d'un coup l'analyse de tous ces documents. Il faut impérativement s'en traiter. Il faut que dans chaque pays, des gens cherchent sur leurs ressortissants. Il faut pouvoir vérifier, discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, ces consortiums-là, c'est 400 journalistes quand même. Ça permet d'un coup d'avoir une immense salle de rédaction qui peut analyser les données et faire vraiment du très bon boulot fiable. Alors d'un coup, pas tout à fait, parce que chaque jour sort son lot de révélations. Il y a de nouveaux noms chaque jour. Le premier jour, ce fut la reine d'Angleterre ou Lewis Hamilton, le pilote de F1, l'entourage de Trump, celui de Justin Trudeau. Un autre jour, on a eu le nom du prince Charles. Hier, Jean-Jacques Hano, l'animateur Arthur. Ce matin, Philippe Stark. Pourquoi ce choix de feuilletonner? Le choix de feuilletonner, en soi, c'est pas du feuilletonnage en réalité, c'est simplement qu'on ne peut pas en un seul jour mettre toutes les infos dans un journal. On sortirait un journal qui ressemblerait à un annuaire. Il faut petit à petit pouvoir étaler. Vous pourriez rajouter un cahier de 8 pages au lieu de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais vous savez combien on a fait de pages? Lundi, on a fait 10 pages. Lundi, 10 pages. Mardi, 8 pages. Mercredi, 8 pages encore. Ce matin, encore 8 pages. Moi, je suis désolé, mais le temps de lecture des gens, il n'est pas extensible à ce point-là. Ils ne vont pas passer une seule nuit à lire Le Monde. Donc non, je suis désolé. On appelle ça un feuilletonnage, mais moi, je dis juste que c'est une répartition sur la semaine des infos qu'on ne peut pas ingurgiter en un jour. On a mis un an pour les trouver. Juste un mot, c'est votre sourire qui précède ma question. Vous avez le temps de lire le journal tous les jours? J'ai le temps de lire le journal tous les jours. Je m'efforce de lire presque tout le journal tous les jours. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous produisons aussi beaucoup d'informations sur Internet. On va en parler. Et donc, du coup, j'essaye de lire le maximum de choses. Oui. Je reviens à une question sérieuse. Est-ce que vous avez un retour direct pour savoir si ces révélations du Paradise Papers font augmenter les ventes jour par jour? Nous avons un retour direct tous les matins qui est le chiffre des abonnés numériques. Eh bien, nous avons cette semaine une hausse très forte des abonnés numériques. Nous avons triplé quasiment le nombre d'abonnés numériques depuis le début de la semaine. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est à plus 1000, on va dire, par rapport à une semaine équivalente. Donc là, ça veut dire qu'il y a une adhésion très forte des lecteurs. Le paradoxe, c'est bien de feuilletonner pendant 5 jours. Le paradoxe, c'est que personne ne comprend pas grand-chose au système, car le système est volontairement complexe pour échapper au fisc. Alors vous avez mis en place, vous parliez du numérique, des outils pédagogiques, vous avez mis en ligne sur le site les Paradise Papers expliqués en vidéo avec une métaphore, un fast-food qui voudrait gagner plus d'argent. Bienvenue au Reg & Ruby's Snacks Heaven.
Les gens veulent toujours plus de leur burger. Alors que Reg et Ruby commencent à ouvrir des Snacks Heaven aux 4 coins du monde, une super consultante fait son apparition. Elle leur dit qu'elle peut faire substantiellement augmenter les profits mondiaux de l'entreprise. Pourquoi ne font-ils pas payer aux filiales étrangères un droit pour utiliser la recette de leur sauce secrète? Après tout, c'est ce qui fait le succès de leur burger. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gouvernements étrangers. Avec ce droit sur la sauce secrète, il leur restera moins d'argent pour financer des services comme la santé ou l'éducation. Après tout, c'est ce qui fait le succès de leur burger. Vous auriez pu faire un effort sur la voix off, pardon de vous dire ça. Ah, il faut de la pédagogie, il faut bien insister. Non, c'est très important d'être très compréhensible par tout le monde. Oui, mais la voix, c'est un peu à l'ancienne quand même. C'est vrai, mais enfin bon, l'essentiel, c'est de faire passer le message et qu'il soit très clair. Le but, c'est de ramener des jeunes avec un autre langage, parce qu'il faut que je raconte, on voit pas les images, on voit c'est des images stylisées, dessinées, on voit un hamburger qui est en train de se fabriquer, c'est pas du tout du journalisme traditionnel. Oui, le but c'est de rendre accessible absolument à tout le monde, effectivement, ce qui pouvait être avant réservé à une élite de lecteurs qui pouvaient s'approprier une forme très particulière d'articles papier. Sur Snapchat par exemple, on se développe aujourd'hui sur Snapchat, on a une offre d'actu sur Snapchat, ce type-là de vidéo rencontre un grand succès parce qu'effectivement du coup on met à disposition d'un lecteur plus jeune, qui n'a pas les codes habituels de l'information, ce type d'info, voilà, ça donne ça. Et si vous trouvez le nom, par exemple, d'un actionnaire, ou si vous trouvez le nom d'un annonceur, je me souviens que Bernard Arnault, première fortune de France, a un patrimoine offshore disséminé dans 6 paradis fiscaux différents, et vous avez évidemment cité son nom au sujet de son bateau. Est-ce qu'après il y a un problème avec la régie publicitaire? Non, il n'y a pas de problème avec la régie publicitaire. De toute manière, nous ne tenons pas compte de ce genre de problèmes qui pourraient arriver. Nous avons un devoir, c'est celui de sortir des informations. Nous ne pouvons préserver personne, évidemment, de la sortie de ces informations. Donc il n'y a pas de cas particulier, ni pour les actionnaires, ni pour les annonceurs. Dans ce cas précis, nous avons des annonceurs qui sont cités. Nous avons aussi un actionnaire, puisque Xavier Niel est cité dans nos pages d'hier, puisqu'on a trouvé la trace, effectivement, d'un avoir sur Chypre à travers un bateau. Et on l'a publié. En septembre dernier, Pierre Berger, votre coactionnaire, un des 3 coactionnaires, est mort. Il était le B du trio BNP, Berger, Niel, Pigasse. J'en parle car on a retrouvé une interview de Pierre Berger qui donnait son avis sur le travail de journaliste. C'était antérieur, c'était au moment des SwissLeaks. Est-ce que c'est le rôle d'un journal, et surtout d'un journal comme Le Monde, de jeter en pâture des noms, des gens? Pourquoi Gad Elmaleh? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, c'est du populisme. C'est flatter les pires instincts qui soient. Et ce n'est pas ça que devrait être un journal, en tout cas un journal comme Le Monde. Et c'est pas pour ça que je suis venu au secours du Monde. Et c'est pas pour ça que j'ai permis aux journalistes du Monde d'acquérir leur indépendance. Ça n'est pas pour ça. Un actionnaire du Monde qui taxe le journal de populisme, quelle réaction cela vous inspire? C'est un avis de lecteur. C'est un avis de lecteur qui a lu des choses que nous avons publiées. C'est un actionnaire qui s'exprime en tant que lecteur sur ce que nous avons publié. Moi, les actionnaires qui me posent problème sont ceux qui empêchent les papiers de paraître. Nous, ils sont parus. Et puis Pierre Berger a dit ça publiquement. Et l'année d'après, on a fait les Panama Papers. Et cette année, on fait les Paradise Papers. Il y a une différence quand même de nature entre les Panama Papers et les Paradise Papers. C'est que tout ce qui est fait là dans les Paradise Papers, si je suis bien informé, est légal. Est-ce que c'est pas jeter des noms en pâture, salir la réputation de gens avec des choses qui sont légales? Est-ce que c'est pas la loi qui pose problème davantage? Je suis pas en train de les défendre, mais les deux choses, je veux bien préciser par rapport à ce que dit Pierre Berger, ne sont pas de même nature. Nous précisons à chaque fois que c'est légal, mais nous disons aujourd'hui que le fait que ce soit légal, attention, jouons pas, c'est légal parce que aussi les autorités de régulation ne connaissent pas ces pratiques et ne se sont pas rendues compte. En général, c'est quand même aussi par ce biais-là que c'est légal. Bref, nous disons aujourd'hui que cette légalité pose problème, qu'il y a une espèce d'injustice consubstantielle au fonctionnement de nos démocraties qui nous pose problème. Voilà. D'un mot, vous avez eu un retour de Xavier Niel, l'actionnaire qui a lu des nouvelles de son bateau, pardon de sourire, dans le journal? Aucun, mais vous savez, il y a une culture de l'indépendance qui est vraiment très bien en place chez nous. Nous sommes un journal indépendant depuis très longtemps. Aujourd'hui, certes, nous avons un actionnariat privé, mais nous avons mis en place toute une série de verrous et de pratiques qui font que nos actionnaires ont l'habitude de ça. Ils savent que cette rédaction fait son travail dans ses règles à elle et qu'ils ne peuvent pas, et qu'ils ne cherchent de toute manière même pas, c'est en place depuis longtemps maintenant, à intervenir. C'est vraiment 2 sphères différentes.